Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les 13 régions du Burkina couvertes par la fibre optique dans quelques mois. Le lancement des travaux de cette opération qui entre dans le cadre du projet G-Cloud a eu lieu hier à Bobo-Dioulasso. C'est le jour J pour 47 millions d'électeurs français qui se rendent depuis ce matin aux urnes. Au Burkina, ils sont environ 3000 votants à accomplir leur devoir civique pour choisir leur nouveau président. La connexion Internet partout au Burkina bientôt, une réalité avec le lancement hier à Bobo-Dioulasso des travaux de construction de la fibre optique. Les 13 régions du pays sont concernées par la réalisation de cette fibre optique. Vaste projet de mise en place d'une infrastructure dénommée G-Cloud. Le G-Cloud devrait permettre à plus de 400 sites de l'administration publique d'être interconnectés à travers le Burkina. Reportage Hassan Gourabou, Ali Traoré. Gouvernement, partenaires techniques et financiers, autorités administratives et communales réunis à Bobo-Dioulasso autour du projet de construction d'infrastructures de communication électronique dans les 13 chefs-lieux de région. Le top de départ des travaux est donné ici par le premier responsable du ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes. Cette technologie informatique délocalisée et distribuée devra permettre aux administrations et aux citoyens de mettre en œuvre certaines initiatives de base. C'est un projet qui va sensiblement améliorer l'offre en services informatiques. Ça va permettre par exemple à l'administration et au secteur privé, aux OSC, de se concentrer plus sur leur cœur de métier et de confier par exemple la gestion des services informatiques à des entreprises privées qui sont par exemple sur le cloud. Donc c'est vraiment une infrastructure mutualisée. Pour le constructeur de cette technologie, plusieurs étapes sont à suivre avant sa mise en exploitation. Il y a différentes phases dans le projet. Ce que je vous dis, il y a l'aspect fibre optique. Donc il y a du déploiement de la fibre optique dans 13 chefs-lieux de région au Burkina Faso. Puis une deuxième partie qui est très importante, c'est les nœuds cloud, les nœuds de cloud, les bases de données cloud, afin de permettre le développement d'applications et la dématérialisation des assets du gouvernement sur ce cloud. D'un coût global d'environ 36 milliards de francs CFA, pour une durée d'exécution de 37 mois, ce projet est financé conjointement par la coopération danoise et l'État burkinabé. 1070 km de fibres optiques seront donc réalisés à cet effet. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a achevé hier une tournée dans les régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord. Simeon Savadogo est allé encourager les chefs de circonscription administrative et s'imprégner de leurs conditions de travail. Le choix de ces régions s'explique par les menaces terroristes qui ont affecté ces derniers mois cette partie du Burkina. Reportage Kosun Koulibaly, Nyarkiteda. Après avoir assuré les chefs de circonscription administrative et les présidents des collectivités sur la quiétude retrouvée, le ministre Simeon Savadogo donne un cours sur les missions dévolues aux dépositaires de l'État au niveau déconcentré. Les chefs de circonscription administrative sont dépositaires de l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'ils représentent le président du Faso de façon perlée et ils représentent le gouvernement dans son ensemble et chaque ministre en particulier. C'est un rappel de mémoire, souligne le ministre en charge de l'administration du territoire, surtout dans un contexte aussi difficile pour le Burkina. Et de Ouaïguia à Kaya en passant par Djibo et Dori, les chefs de circonscription administrative sont unanimes, leur mission est noble, mais les ingrédients font défaut. Nous avons besoin d'un accompagnement. Rien. Quand je vous ai écouté, vraiment, je vous répète, j'ai eu la chair du pouvoir. Parce que nous avons des pouvoirs. Mais ce pouvoir sans accompagnement, c'est réduit à zéro. L'État central est conscient et travaille à les minimiser, répond le ministre au point de presse bilan de Kaya. Le gouvernement est conscient de cela. Donc le département de l'administration du territoire va certainement introduire auprès du Conseil des ministres un programme d'urgence. À toutes ces différentes rencontres, les présidents des collectivités, quant à eux, se sont beaucoup apaisantis sur le devenir du transfert des compétences. Le transfert des compétences il est assez lent parce que souvent, les ressources ne suivent pas. On dit qu'on a transféré ceci, cela, mais souvent, non seulement les ressources humaines ne suivent pas, mais les ressources
financières également sont assez lentes. Là aussi, le ministre assure, le processus est enclenché et ne saurait s'arrêter. Sur 11 domaines, 6 ont été déjà transférés pour environ 175 milliards de francs CFA. En revanche, le ministre demande aux différents maires d'être très regardants dans la délivrance des actes d'état civil. Faites attention. Avec les forces de défense et de sécurité, les gens qui prennent, si vous regardez dans leur poche là, souvent ils ont 3 ou 4 pieds d'identité différents. Ils ont souvent des passeports différents. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça veut dire qu'ils ont eu l'acte de naissance. Donc les maires là, il faut pas parce qu'on vous a envoyé le document là, donnez non, prenez le temps de lire. Il a également invité les préfets et les maires à collaborer avant d'indiquer que des actions d'urgence seront bientôt lancées et vont concerner les infrastructures, la santé, l'eau, les aliments pour les populations et bétail. La situation sécuritaire au sud-ouest était au centre d'une rencontre qui a réuni le gouverneur, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les populations. Ces échanges ont permis de recueillir les préoccupations des populations et de demander leur implication pour créer une synergie d'action entre les maillons de la lutte contre l'insécurité dans la région. Cette rencontre s'est tenue vendredi dernier à Batié, dans le Noubiel. Reportage Alassane Bani, Isiakanana. La situation sécuritaire au Burkina Faso est de plus en plus préoccupante, en témoignent les récentes attaques terroristes. La région du sud-ouest est une zone où sévit une insécurité qui prend des proportions inquiétantes avec des agressions à main armée répétées. La lutte contre un tel phénomène exige une implication active des populations locales, d'où l'idée de cette rencontre de concertation et de sensibilisation en vue d'une collaboration étroite entre tous les acteurs. Notre région, c'est une région à forte potentialité minière. N'oubliez pas que notre région fait frontière avec 2 pays. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans une ambiance de lutte contre le terrorisme d'une façon générale. Donc tout ça fait que nous avons le devoir, en tant que responsables à tous les niveaux, de nous rencontrer pour essayer de dégager une stratégie pour construire d'abord la paix entre nous et ensuite faire face aux différentes menaces. Faire face aux différentes menaces, et cette rencontre a permis aux participants de mener des échanges directs autour des préoccupations sécuritaires, notamment la collaboration entre collectivités territoriales et forces de défense et de sécurité. Nous apprécions positivement l'initiative de cette rencontre parce qu'elle nous permet dans un premier temps de recueillir les préoccupations des populations et dans un second temps de permettre de savoir déjà ce qui est entrepris sur le terrain et en dernier lieu elle nous permet de les inviter à plus de collaboration. L'ouverture d'un poste avancé à Zambo, la création d'une brigade territoriale à Bondjigui et à Kpéré, ainsi qu'une brigade de recherche à Gawa, sont entre autres recommandations sorties de ces concertations régionales. Nouvelle région douanière au Burkina, la direction régionale des douanes du centre-sud est effective depuis jeudi dernier avec l'installation du premier directeur régional, Paul Savadogo. La création de cette nouvelle entité répond à un besoin de rapprochement des services de douane des usagers. Cette direction régionale devrait aussi permettre une meilleure mobilisation des ressources financières en faveur de l'économie nationale. Reportage Jean-Eudes Bayala, Vincent Tiendrebeogo. Le centre-sud, 7e région douanière désormais effective. Le 20 avril dernier, à Manga, le gouverneur de la région a officiellement installé l'inspecteur divisionnaire des douanes, Paul Savadogo, comme le tout premier directeur régional des douanes du centre-sud. Sitôt entré en fonction, le nouveau directeur régional des douanes mesure les défis à relever avec ses collaborateurs. Travailler non seulement à améliorer les résultats des offices relevant de la direction régionale, mais aussi et surtout contribuer fortement à l'amélioration des performances des autres régions douanières dont l'activité dépendra de la qualité du travail que nous ferons ici. Cela passe nécessairement en partie par le renforcement de la lutte contre la fraude. Un engagement qui devrait aider la Direction générale des douanes à atteindre ses objectifs, notamment dans sa contribution à l'économie nationale. Nous avons mobilisé pour l'année 2017 603 milliards. C'est un chiffre extrêmement important. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faudrait que nous puissions engager des réformes. Et parmi ces réformes, il y a des réformes institutionnelles que nous avons décidé de mettre en œuvre.
dont la création de la direction régionale du Centre-Sud. La direction régionale des douanes du Centre-Sud couvre les 6 bureaux de Dakola, Léo, Zabré, Zeko, Yuga et Manga. C'est une région frontalière avec d'importants flux de marchandises à contrôler. Campagne d'inspection dans les mines du Burkina, elle a été lancée le 9 avril dernier par le Bureau national des évaluations environnementales. L'inspection à la mine de Rox Gold dans les Balais a été faite sous l'œil de notre caméra pour répondre à plusieurs interrogations. Quelles sont les cibles des enquêteurs et quelle procédure de travail? Nous allons avoir des réponses avec ce reportage signé Nongba Kouda, Frédéric Etienne Bassenga. C'est une immersion au sein d'une mission d'inspection environnementale dans une mine. Nous sommes à Ross Gold, mine située dans la province des Balais, précisément dans le village de Bakassi. Pour cette visite inopinée, le Bureau national des évaluations environnementales choisit 4 sites à inspecter. Mais avant, inspecteurs et responsables de Ross Gold s'entendent sur les préalables. Fini cette étape, les 2 parties embarquent pour le parc à résidus. Ici, les inspecteurs vérifient de visu que le système d'étanchéité fonctionne correctement. Ils ne s'arrêtent pas là, ils font également des prélèvements dans un des piézomètres situés à côté du parc. L'objectif recherché, c'est que le parc à résidus se trouve à quelques mètres d'ici. S'il y a infiltration, ça peut contaminer les eaux souterraines. Donc c'est pour dire que les pièces qui se trouvent à ce niveau sont faites pour contrôler la qualité des eaux souterraines. Voilà, donc nous prélevons comme ça, c'est pour aller rechercher un certain nombre d'éléments qui la plupart du temps se trouvent ici. Donc c'est pour dire que si on les retrouve ici, c'est qu'à ce niveau, il y a problème. À la déchetterie, les inspecteurs très curieux posent beaucoup de questions. Ils écoutent attentivement et notent tout dans les détails pour faciliter l'analyse d'après. Les enquêteurs n'oublient pas la zone d'épandage de boue. Batiounou et ses collègues observent et notent. Les inspecteurs repartent prélever l'eau du barrage situé à proximité du parc à résidus, qui est un bon indicateur de la bonne santé de l'environnement. Et avant qu'il ne s'implante, il y a eu une évaluation environnementale, il y a eu un plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré. Et c'est cet outil qui nous permet, nous, de suivre un peu les activités sur le terrain et de voir si les engagements de la mine vis-à-vis donc des questions environnementales sont respectés. Voilà. Alors, donc c'est pour en tout cas le respect donc des textes en matière d'environnement que ce travail est fait. Les résultats de cette inspection seront connus dans 2 semaines, mais vous ne les aurez pas car ils sont confidentiels, nous a-t-on dit. Cette inspection entre dans le cadre d'une vaste opération qui a démarré le 9 avril dernier et qui va s'achever le 9 juillet prochain. Même s'il n'arrive pas à remplir sa mission de façon efficiente par manque de moyens, le Bureau national des évaluations environnementales compte toucher pour cette campagne toutes les mines du Burkina Faso. Le bilan de la campagne cotonnière de la saison écoulée a été fait hier à Ouagadougou. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina a passé en revue cette campagne 2016-2017 qualifiée de satisfaisante puisque le Burkina se classe toujours en tête des pays africains producteurs de l'or blanc. Ibrahim Sombier, Nathalie Savargo, précision. Le Burkina Faso conserve son rang de premier producteur de coton en Afrique. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de l'AICB, l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina. Selon son secrétaire général, après une première campagne de culture à 100% coton conventionnel, le bilan est satisfaisant. La décision de suspendre provisoirement la culture du coton OGM n'a en rien démotivé les cotonculteurs. À preuve, ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Superficie, coton emblavé, 740 349 hectares contre 662 902 hectares l'année passée, soit une augmentation de 12% par rapport à 2015-2016. Production collectée, 683 000 tonnes de coton graines contre 586 000 tonnes enregistrées la campagne dévancière 2015-2016, soit une augmentation de 16%. Quant à la question du rendement au champ,
Le niveau actuellement atteint, selon le secrétaire général, commande que des efforts soient faits de la part des cotonculteurs et des partenaires. Ceci afin de relever le niveau de la production. On note également que la commercialisation primaire de transport et d'égrainage du coton-graine s'est bien passée dans les 3 sociétés cotonnières. Pour la campagne 2017-2018, les prix de cession des intrants restent les mêmes que ceux de la campagne écoulée. Tenant compte des intentions de culture des producteurs de coton et des projections des sociétés cotonnières, l'AICB a fixé un objectif global de production de 820 000 tonnes de coton-graine au plan national. Le litige qui opposait l'AICB à Monsanto a trouvé un dénouement final. À l'issue de l'AG du 21 avril dernier, le nouveau président du conseil d'administration de l'UNPCB, Bambou Bioun, a été porté à la tête du président du conseil d'administration de l'AICB. Les producteurs de soja et de maïs du Naouri tiennent ce week-end leur journée promotionnelle, un rendez-vous qui veut faire de la production et de la transformation de ces 2 spéculations un tremplin pour la création d'emplois et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 4 organisations paysannes de la province ont mis en commun leurs forces pour que se tienne cette fois. Reportage à Pau, Gérard Sommet, Sanoua, Christine Koulibaly. 2107 tonnes pour la campagne 2013-2014, la production annuelle du soja est passée à 1531 tonnes pour celle 2014-2015, avec une augmentation de près de 2% pour la présente campagne dans la province du Naouri. Cet essor, le soja le doit en partie à certaines organisations qui ont cru en la valeur nutritive et économique de cette spéculation. Le soja contient beaucoup de substances nutritifs. C'est dans ce sens que nous avons négocié le financement avec Agra, qui a consenti nous donner un premier financement pour 3 ans. Pendant ces 3 ans, on a passé du simple au double. Si la production du soja connaît une croissance, sa transformation, elle, est à l'état embryonnaire. Et c'est l'une des raisons d'être des journées promotionnelles du soja et du maïs. Pour la présente édition, les organisateurs veulent faire de la production et de la transformation de ces spéculations un tremplin pour la création d'emplois et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'agriculture est une profession et nous pensons que, étant une profession, il faut quand même prendre en compte cette question agricole pour l'employabilité du monde, en particulier la jeunesse. Également, on ne peut pas lancer une filière sans la transformation. Au cours de ces journées, ceux qui explorent déjà les puces de transformation ont donné à voir le potentiel. Les meilleurs d'entre eux ainsi que les meilleurs producteurs ont été galvanisés. De nombreux couples sont désespérés de ne pas pouvoir avoir d'enfants parce que l'un des conjoints est frappé d'infertilité. Des interrogations sur les causes et conséquences de l'infertilité persistent encore donc. Et pour cela, nous avons posé des questions à un gynécologue à la maternité de Saint-Camille à Ouagadougou. Le docteur Safiata Savadgo reçoit en consultation au moins un couple par jour à la recherche d'une progéniture. Issaka Ouedraogo, Zalissa Sanfo signe ce dossier. Maternité de Saint-Camille. Ici, pas un seul jour de consultation de la gynécologue Safiata Ilboudou sans qu'elle ne reçoive un couple pour désir d'enfant. Un désir qui souvent peut être assouvi, mais dans certains cas, il est quasi impossible. On vous déclare un couple stérile, c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est inutile d'engager des processus, des procédures de traitement, il n'y a rien à faire. Mais l'infertilité, il y a des possibilités thérapeutiques. Si je prends l'exemple par exemple d'une femme qui est venue consulter pour désir de grossesse et dans l'exploration, on se rend compte qu'il y a une agénésie. C'est une absence de formation, par exemple du vagin, de l'utérus et des ovaires. Cette femme ne peut jamais tomber enceinte, on la déclare stérile. Et c'est l'exemple aussi des hommes qui viennent et qu'on fait le spermogramme. On se rend compte qu'il n'y a pas de spermatozoïde, il y a une azospermie. Et l'origine de cette azospermie est sécrétoire. C'est dû à une anomalie au niveau des testicules ou à une malformation. Alors ces hommes aussi sont déclarés stériles.
Et si le couple est seulement infertile, ici comme ailleurs, il faudra déterminer les causes avant de proposer un traitement. Quand on prend les causes féminines, au niveau de la vulve, on peut avoir par exemple des séquelles d'excision qui vont être responsables d'infertilité. Au niveau du vagin, nous avons les infections qui peuvent être responsables. On peut avoir des malformations. Il arrive que certaines femmes n'ont même pas de vagin. Tous les éléments de l'appareil reproducteur, à chaque étape, peuvent être responsables de l'infertilité. Mais en dehors de ça, il y a également des causes autres, les causes générales, les affections générales, le stress, l'anxiété, la fatigue, qui peuvent être responsables d'infertilité. Tout ça peut être traité et on peut résoudre le problème. Le traitement est donc fonction de la pathologie diagnostiquée, mais pas seulement. Le désir si ardent de faire de chaque nuit l'ultime nuit compromet sérieusement les chances de tomber enceinte. Il y a le stress et l'anxiété qui interviennent dans les troubles de l'ovulation. Donc, quand on veut un enfant, il faut pouvoir arriver à maîtriser le stress et l'anxiété qui sont nuisibles même pour l'obtention d'une grossesse. Souvent la gynécologue, souvent la psychologue, Dr Ilboudo écoute et partage la dure vie de ces couples infertiles ou stériles. Pour elle, jusqu'aujourd'hui, ce problème a toujours un visage féminin au Burkina Faso. De façon automatique, on a toujours tendance à accuser la femme. Maintenant, le problème qu'on aime avoir aussi avec les hommes, c'est qu'ils prétendent avoir déjà eu des enfants ailleurs. Et donc, quand il y a un problème, ils se disent non, c'est pas possible, moi j'ai déjà eu des enfants. Et donc, ils ne veulent même pas venir à consultation, à plus forte raison accepter de faire l'examen qu'on leur demande. Pourtant, selon les statistiques, il existe autant d'hommes que de femmes infertiles ou stériles. L'infertilité concerne la femme dans 30% des cas, donc les causes féminines. Ça concerne l'homme dans 30% aussi des cas, donc les causes masculines. Ça concerne et l'homme et la femme dans 30% des cas, donc les causes mixtes. Et dans 10% des cas, l'infertilité est inexpliquée. Et Safiata Ilboudo d'inviter tous les couples à se présenter ensemble dans les centres de santé après une année de rapports réguliers non protégés, car, conclut-elle, le facteur temps est aussi très important dans la prise en charge des cas d'infertilité. Pascal Zaïda et son cas d'expression démocratique continuent de donner de la voix sur le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques. L'Assemblée générale du CED, qui s'est achevée hier à Ouagadougou, a aussi mis en garde contre le procès à venir, celui du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw. Interpellation et appel à la retenue ont donc marqué cette rencontre, dont le bilan est fait ici dans ce reportage signé Siedilarienne Abdoul Rasmane Zongo. Assemblée générale du cadre d'expression démocratique au Conseil burkinabé des chargeurs. Il entend se faire entendre, vous allez l'entendre, et sera-t-il entendu comme il le souhaite? En tous les cas, Pascal Zeda, très remonté, tire d'abord sur les organisations de défense des droits humains qu'il qualifie de démissionnaires. Pendant longtemps et par empathie, nous avons imaginé la gêne et l'embarras de certains animateurs de ce domaine, mais leur insistance au mépris de leur propre engagement pour défendre les plus faibles et les victimes d'abus divers questionnent toute bonne conscience. Et ce n'est pas tout. Le procès lié à l'insurrection et au coup d'État, à l'image des décisions relatives à la Haute Cour de justice, sont aussi dans le viseur de l'intéressé. Nous espérons qu'elle saura se départir des condamnations politiques et de dire effectivement le droit. Si nous voulons construire une nation forte et unie, évitons les procès à caractère politique. Enfin, le CED prône le retour des exilés et la relaxe des détenus politiques. Le cadre d'expression démocratique appelle à une politique gouvernementale tendant à favoriser et à encourager le retour sans condition de tous les exilés, dont en premier chef le président Blaise Compaoré, et que tous les détenus politiques soient libérés. C'est la condition pour bâtir le Burkina Faso.
47 millions d'électeurs français se rendent depuis ce matin aux urnes. Dans le cadre de la présidentielle 2017, les 11 candidats en lice sollicitent le suffrage des électeurs dans un contexte marqué par la menace terroriste, ce qui a amené les autorités françaises à renforcer les mesures de sécurité dans les bureaux de vote. Selon un premier chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur, le taux de participation serait de 28,54% à la mi-journée. En France, les électeurs ont commencé à voter pour désigner le prochain président de la République. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Plus de 66 000 lieux sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils fermeront pour la plupart à 19 heures, mais à 20 heures dans les grandes villes. 4 candidats sont au coude à coude dans les sondages au premier tour pour cette élection à l'issue particulièrement incertaine. Un scrutin placé sous haute sécurité. Ce jeudi, un attentat sur les Champs-Élysées a coûté la vie à un policier, mais un dispositif d'ampleur avait déjà été défini. 50 000 représentants des forces de l'ordre et 7 000 militaires de la force Sentinelle sont mobilisés dans toute la France. Les Français vivant au Burkina sont près de 3 000 à s'inscrire sur les listes électorales. Et depuis ce matin, ils accomplissent aussi leur devoir civique. À Ouagadougou, le bureau de vote est installé à l'Institut français et placé sous haute surveillance. 1775 votants devraient se succéder dans l'isoloir jusqu'à 19h. Reportage Mathias Drabo, Maïmouna Traoré. C'est ici, à l'Institut français, que les 1775 Français inscrits à Ouagadougou accomplissent leur devoir civique. C'est l'unique bureau de vote. Le site est sous haute surveillance. Des images que vous ne verrez pas pour des raisons sécuritaires. À l'intérieur, ceux-ci attendent patiemment leur tour pour voter. Pour le consul de France à Ouagadougou, chargé de l'organisation, tout se passe bien. On peut déplorer simplement, c'est qu'on n'ait pas reçu les affiches des candidats et que par conséquent, on n'a pas pu les afficher sur les panneaux. Mais ça, c'est tout à fait indépendant de notre volonté. La sécurité, on a mis le paquet, on a eu la collaboration extraordinairement active des forces de l'ordre burkinabé. Il y a eu beaucoup plus de monde ce matin que d'habitude. Sœur Marie-Odile est venue de Diabo où elle réside depuis 1981 pour choisir son président parmi les 11 candidats. Ça me fait plaisir, je suis française, je vais faire mon devoir de française. Je prie pour lui. Je prie pour lui que l'Esprit Saint l'éclaire pour qu'il fasse ce qui est bien et que la France redevienne la fille aînée de l'Église. Il est 10h20, temps universel. Dans le rang, l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Après la vérification de son identité, il passe au vote. Mon souhait, d'abord, c'est que ça se passe bien, que le scrutin se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas d'incident. Ça, c'est un élément important de la vie démocratique. Et puis que, voilà, c'est l'essentiel. Je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter. Le bureau de vote se referme à 19h, temps universel. Et selon le consul de France à Ouagadougou, les résultats seront disponibles autour de 21h. Un mot de culture pour boucler cette édition. La journée culturelle du Burkina à Ségou s'est achevée à l'issue de la nuit culturelle qui a réuni plus d'une dizaine de troupes et d'artistes maliens et burkinabés. Une belle soirée placée sous le signe de l'intégration culturelle des peuples maliens et burkinabés qui ont ainsi l'occasion de partager un bout de leur culture et de leur tradition. Reportage Martin Zerbo, Mireille Tougouma. La culture burkinabé rencontre celle du Mali sur ce podium. D'entrée de jeu, la troupe balafon de Bolmakoté fait retentir les balafons sur cette place quai de Ségou. De la troupe Peul Batal Poulakou au flûtiste de Ségou, en passant par le groupe Balazan de Ségou, c'est un véritable melting pot malo-burkinabé sur scène. C'est réjouissant de voir que de part et d'autre, nous avons la même ambition, faire en sorte que les liens séculaires qui unissent les deux pays puissent être consolidés, raffermis de jour en jour, pour que le virus se passe dans les meilleures conditions possibles. Cela, pour moi, montre la solidité des relations qui unissent nos deux pays et surtout la richesse de la diversité de la culture que nous avons tout à l'heure suivie. Les habitants de la ville de Ségou n'ont pas marchandé leur présence. Une joie partagée par le maire de la ville. Je suis très heureux d'accueillir cette manifestation
qui conforte réellement nos rapports avec le Burkina Faso et qui fait un clin d'œil vers la forte communauté burkinabé qui existe dans la cité de Balanza. La soirée s'est achevée par une belle scène d'intégration culturelle quand sur le podium, tous les artistes présents ont chantonné au rythme de Guineba Sek et de Solodia Kabako. Fin d'une semaine, merci aux équipes techniques et rédactionnelles et au chef d'édition Abdelaziz Aguibou. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB.